3, 2, 1. Here we go! Bonjour ou rebonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette ultime table ronde de la journée, une table ronde plus institutionnelle après avoir évoqué ensemble un certain nombre de sujets plus techniques depuis ce matin. Comme vous le savez, nous avons longuement étudié la problématique des eaux pluviales, notamment ce matin, et nous avons évoqué cet après-midi le SDAGE pour ce qui concerne le bassin dans lequel nous nous trouvons. Représenté ici pour cette table ronde par M. Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne. M. Nicolas Ray, présent parmi nous. M. Nicolas Ray, député de la 3e circonscription de l'Allier. M. Martin Guton, à mes côtés, directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et M. François Lipone, directeur général délégué au cycle de l'eau de Vichy Communauté, représentant Madame le maire, Monsieur le maire, pardonnez-moi, de Vichy, qui n'a pu être parmi nous. Et je vous remercie en tout cas pour votre disponibilité, Monsieur Lipone. Alors, sans vous faire d'introduction trop détaillée, puisque nos invités vont pouvoir vous présenter un peu plus avant les sujets qui nous intéressent, à savoir l'eau dans la ville et tout ce qui peut s'y passer. La gestion de l'eau étant centrale dans les politiques d'aménagement des territoires urbains dont nous avons largement parlé ce matin également. Or, les zones urbaines rassemblent la grande majorité des habitants, comme nous le savons, et représentent une pression forte sur l'eau. Et face aux canicules de plus en plus fréquentes, face au changement climatique dont nous pouvons constater les effets, la valorisation de l'eau pluviale et des milieux aquatiques pour renaturer et rafraîchir la ville devient un enjeu crucial. Et cette valorisation permet notamment de résoudre des problèmes de pollution, tout en améliorant la qualité de vie des habitants, la biodiversité et cette fameuse adaptation nécessaire face au changement climatique. Alors dans cette table ronde et au cœur de nos échanges, vous nous ferez part, messieurs, de vos actions respectives, de la stratégie et des plans d'adaptation au changement climatique, de vos retours d'expérience et des moyens d'action et des investissements nécessaires. C'est ce par quoi je vous propose de commencer, Monsieur Guton, à savoir l'action de l'Agence de l'eau en particulier, de celle que vous dirigez en matière d'adaptation au changement climatique et en lien avec les solutions fondées sur la nature et l'eau dans la ville dont nous avons parlé techniquement tout au long de cette journée. Je vous en prie, si vous voulez bien, en guise d'introduction, nous faire part des actions de l'agence. Quelle était la question, mais je vais y répondre, puisque vous l'avez reprécisé, Monsieur Cateau. D'abord, me réjouir d'être ici à Vichy, à l'amont de l'immense bassin Loire-Bretagne, dont je rappelle qu'il représente 28% du territoire métropolitain. Et me réjouir d'être ici sur ce salon cyclo parce que, comme le sait bien Thierry Burlot, le président du comité de bassin, on a la chance d'avoir à l'ouest du bassin Loire-Bretagne, à Rennes, un très grand salon sur les thématiques de l'eau. Et il nous manquait à l'amont, sur ce territoire important, c'est de là que provient une partie forte des ressources en eau du bassin de la Loire, d'avoir un salon symétrique. Je mets des guillemets asymétriques, chacun y pourra mettre les éléments qu'il le souhaite. Et donc on est tout à fait heureux, l'Agence de l'eau est tout à fait heureuse d'accompagner ici Cyclo dans cette organisation et que ce salon puisse, au gré des années, se développer pour réunir les acteurs de l'eau de l'amont du bassin. Rappelez peut-être que les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État qui gèrent une sorte de fonds de mutualisation, puisque tous les consommateurs d'eau, tous ceux qui participent à la dégradation de la qualité d'eau aussi, contribuent à ce fonds, et que grâce à ces crédits, 2,2 milliards pour l'ensemble des 6 agences de l'eau par an, nous pouvons accompagner des projets pour ceux qui sont en responsabilité dans le domaine de l'eau, et au premier rang les collectivités locales, qu'elles soient rurales ou urbaines. Je reviendrai sur la question de la ville. Insister aussi en troisième point sur les évolutions peut-être des missions des agences de l'eau, créées à la fin des années 60. Elles ont d'abord accompagné
peut-être d'ailleurs plus les collectivités urbaines, à investir dans des réseaux d'assainissement, dans des stations d'assainissement, dans la desserte du territoire en matière d'eau potable. Tout ça, c'est la fin des années 60, le début des années 70. Il restait beaucoup à faire sur le territoire. On a accompagné aussi les industries pour réduire leur pollution. Et puis progressivement, on a élargi notre champ d'action au monde agricole, à l'espace rural, au grand bassin versant. Et peut-être qu'on s'est éloigné du monde urbain où beaucoup avait déjà été fait. Et aujourd'hui, depuis maintenant peut-être 5 ans, on réinvestit un peu plus le monde de la ville parce que, comme vous l'avez dit en introduction, 80-85%, ça dépend un petit peu des grands bassins métropolitains, 80-85%, 90% dans certains bassins hydrographiques des habitants sont là, et que forcément ça a un impact extrêmement fort sur le territoire, sur les milieux. On a aussi un développement sur le littoral, et que ce monde urbain doit aussi contribuer, parce qu'on se focalise beaucoup sur le monde agricole, qui occupe 60% du territoire, mais le monde urbain doit aussi participer à cet effort de sobriété, d'économie d'eau, on en reparlera sans doute aussi au cours de la table ronde, et puis de réduction de son impact sur les milieux. Et donc depuis quelques années, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, comme ses collègues, accompagne des projets en matière de gestion intégrée de la ressource en eau sur le territoire urbain, et puis de plus en plus des actions de renaturation qui vont contribuer à la fois à améliorer le cycle de l'eau, à le rendre plus naturel, là encore je mets des guillemets à naturel, et puis face au changement climatique, à rendre la ville plus habitable à ses habitants. Merci Monsieur Guton pour ces quelques rappels et ces propos introductifs. Monsieur Burlot, je vous propose dans la suite logique peut-être de nous reparler un peu plus de stratégie sur le long terme, notamment à travers le SDAGE et à travers le plan d'adaptation au changement climatique. Quelles sont cette stratégie et ces ambitions à long terme? Bien, écoutez, merci. D'abord, saluer mes collègues du comité de bassin ici présents et notamment Emmanuel Ferrand, conseiller régional de la région. Vous dire que le comité de bassin, c'est une organisation un peu particulière. C'est une organisation qui est composée de 190 membres avec les services de l'État, les élus locaux, des territoires, départements, régions, EPCI, mairies, des agriculteurs, des industriels, des pêcheurs, des associations de protection de l'environnement qui ont pour mission, tous les 6 ans, d'écrire ce qu'on appelle un SDAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux. Et donc, le comité de bassin Loire-Bretagne a écrit il y a quelques semaines et voté il y a quelques semaines, après de longs mois de discussion, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour les 6 ans qui viennent. Alors c'est quoi? C'est une ambition collective qu'on doit avoir autour de cette ressource en eau que constituent nos nappes phréatiques, nos fleuves et nos rivières. C'est aussi la réponse européenne de la France à la conformité sur la directive cadre européenne de l'eau qui fixe des objectifs de qualité de nos fleuves, de nos cours d'eau, de nos milieux aquatiques. Alors c'est souvent perçu comme une contrainte parce que ces atteintes DCE, de la directive cadre, ne sont pas à la hauteur des résultats qu'on souhaiterait. Mais pendant de nombreuses années, notamment ces 20 dernières années, on s'est beaucoup soucié de la question de la qualité des eaux. Puisqu'on a tous constaté un certain nombre de dégradations, et notamment sur des paramètres comme les nitrates et aujourd'hui les pesticides. Et c'est vrai que ça a beaucoup mobilisé les territoires autour de la préservation de la qualité des eaux. Et je dois vous dire que quand on a abordé le renouvellement du SDAGE ou la réactualisation de notre SDAGE, on avait préalablement commencé à anticiper un peu les choses en parlant de changement climatique. Mais j'ai presque envie de dire de manière très timide par rapport à la brutalité des événements qui nous arrivent. Je répète, de manière très timide par rapport à la brutalité des événements qui nous arrivent. Et on a voté ce SDAGE avant l'été. Donc avant de vivre tout ce que l'on vit actuellement. Alors le breton que je suis peut témoigner que ce matin, le préfet des Côtes-d'Armor, mon département, signalait l'urgence de continuer à poursuivre l'alerte climatique.
l'alerte sécheresse. Fin septembre, début octobre, en Bretagne. Avec son cortège de restrictions, etc. Vous imaginez. Donc le dérèglement climatique, il est en train de nous rattraper, voire de nous dépasser. Et on passe de sujets quantitatifs au sujet qualitatif au sujet quantitatif, oui. Et alors, quand on mêle les deux, eh ben, on va s'apercevoir tout simplement que cette ressource en eau, elle n'est pas inépuisable et qu'il va falloir la partager et il va falloir trouver des solutions ensemble et collectivement pour mieux la gérer. Alors, tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste, monsieur le député, à la guerre de l'eau. Tous les éléments sont là. C'est-à-dire qu'on peut jouer chacun pour soi, chacun dans son coin, en défendant pour les uns l'agriculture, pour les autres l'industriel, pour les autres l'énergie, pour les autres le tourisme, pour les autres l'eau potable. Donc autant de conflits d'usage potentiels. Potentiel, il faut qu'on joue collectif. Et moi j'ai envie de vous dire qu'au-delà du SDAGE, au-delà de ce que l'on vit ou ce qu'on vient de vivre cet été, il faut qu'on prenne conscience. Et ça c'est encore une fois le breton qui vous parle. Le facteur limitant au développement économique de la Bretagne, c'est l'accès à l'eau. En Bretagne, je répète, le facteur limitant au développement économique de la Bretagne, c'est l'accès à l'eau. Le facteur limitant au développement de l'urbanisation en Bretagne, c'est l'accès à l'eau et c'est les capacités épuratoires. Donc c'est un sujet majeur. Et moi, ce que je souhaite, et de manière peut-être un peu solennelle, je souhaite que tous les niveaux de collectivité et tous les acteurs économiques, et les citoyens bien sûr, prennent la mesure du sujet. Et on ne fera pas les uns sans les autres. Encore moins les uns contre les autres. Sinon, on va à la catastrophe. Donc prenons la mesure de ce qui nous arrive. Ça ne va pas être simple. Encore une fois, on a tous pensé pendant des années que cette eau, cette ressource était inépuisable. C'est terminé. Si vous me permettez une première question à ce stade et à chaud, à ce stade de votre intervention, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a véritablement un avant et un après 2022 ou qu'il y aura un après 2022? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cette fameuse prise de conscience collective qui était appelée des vœux pour le plus grand nombre? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est là ou est-ce qu'il y a encore du boulot, si je puis dire? Ah ben, je peux vous garantir qu'il y a du boulot. Ce que je crains, et c'est l'ancien élu qui vous parle. J'ai 40 ans de mandat derrière moi. Donc en ayant occupé maire, président de communauté de communes, vice-président de région pendant 17 ans, enfin bref, je pense avoir... un peu de recul. Un peu de recul. Ce que je crains, c'est que si on ne trouve pas les voies de la conciliation, on n'aura pas beaucoup d'acteurs à animer le débat. Il va falloir du courage dans cette affaire. Du courage de la part de tout le monde. Parce que c'est un peu trop facile de dire c'est de la faute des autres. En l'occurrence, de l'État, de l'Agence de l'eau, je ne sais qui. Cette question nous interpelle et doit nous interpeller toutes et tous. Et moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on prenne la mesure du sujet. Et encore une fois, je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, j'étais à un débat dans une salle sur l'agriculture, et notamment la sécurité alimentaire et la place de la Bretagne, vous savez, qui est une région quand même très puissante en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Et on m'avait invité pour parler un petit peu de l'eau et surtout des bassines. Vous voyez ce que je veux dire, les bassines? Oui. Voilà. Un peu de l'eau, surtout des bassines. Un sujet évidemment, qui fâche. on m'avait bien cadré pour pas que je déborde de trop, et en disant, il ne va pas nous enquiquiner avec ces histoires. Donc je leur ai dit ce que je vous ai dit là à peu près. Et surtout, je leur ai dit quelque chose. La Bretagne va passer de 3 400 000 habitants à 4 millions d'habitants. Toutes les tendances, vous allez à l'INSEE, nous disent on devrait gagner 600 000 habitants. Aujourd'hui, on consomme 240 millions de mètres cubes d'eau potable. 240 millions. Ben, je fais une règle de 3. Tout simple. Il nous faut 50 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires. Où va-t-on les chercher? Et je ne vous parle que de la population.
Et pour revenir à la question agricole et agroalimentaire, il faut entendre, et je veux être très clair, cet été, la production de haricots verts en France et en Bretagne, puisque la Bretagne, c'est 50% des haricots verts produits en France, a diminué de quasiment moitié. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc les agriculteurs disent on doit pouvoir garder notre eau pour pouvoir alimenter nos cultures au bon moment, etc. Ben, si on veut conserver de la production de haricots verts en Bretagne, il faudra s'adapter et trouver des solutions. Mais encore une fois, il faut qu'on en parle en toute transparence et avec la question centrale de tout ça, c'est quel avenir pour nos territoires demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et quel choix économique d'urbanisation on fait derrière la question centrale de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Burlot. Merci d'avoir ainsi brossé le paysage global dans lequel nous nous inscrivons. Je vais proposer à Monsieur Ray, député de la 3e circonscription de l'Allier, de bien vouloir nous faire un focus, peut-être en quelques mots, sur le sujet de cette table ronde qui nous intéresse concernant l'eau dans la ville. Et à savoir quels sont, selon vous, les défis à venir et sur cet enjeu de l'eau dans la ville, bien qu'il y ait plein de modes d'entrée possibles, j'imagine, mais je vous laisse, sans nous faire le catalogue exhaustif, nous en dire quelques mots. Oui, peut-être avant cela, vous dire que je suis très heureux de la tenue de ce salon aujourd'hui donc à Vichy. Vichy qui représente bien la thématique que l'on aborde, l'eau, puisque Vichy c'est la reine des villes d'eau. On est dans le département de l'Allier aussi, qui porte le nom d'une rivière naturelle, avec 4000 km de cours d'eau. Donc un très bon choix, pas que symbolique, mais un choix qui effectivement me touche en tant que député. En tant qu'élu de Bellerive aussi, vous êtes sur la commune de Bellerive-sur-Allier, je suis élu de Bellerive depuis 8 ans. Voilà, donc peut-être par ces deux casquettes de jeunes députés et récents députés depuis 2 mois, mais aussi d'élu local, municipal, même si la gestion de l'eau est gérée par l'agglomération et l'assainissement surtout. Voilà, vous dire que moi je suis très attentif à ces salons, à ces débats qui ont lieu sur ces sujets majeurs. Moi je siège d'ailleurs à la commission développement durable, aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, donc les législateurs que l'on est, modestes, on doit s'inspirer, je dirais, des débats, des échanges, des techniciens que vous êtes pour vous aider aussi, adapter nos lois, peut-être les alléger aussi, en donnant plus d'autonomie à ces différents acteurs. Donc déjà, je dirais que voilà quel est le rôle de nous en tant que parlementaires. Je voudrais aussi saluer la tenue de ces salons qui permettent, je dirais, d'échanger entre les différents acteurs de la filière et de proposer des solutions pour effectivement gérer ce problème d'eau, de pénurie d'eau que l'on connaît depuis quelques années. Moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà que chaque bassin aussi doit trouver une solution à ses problèmes spécifiques. Il ne faut pas avoir de vision globale ou nationale, et on sait très bien que les territoires sont divers. Loire-Bretagne ne va pas gérer la même façon que d'autres régions de France, peut-être plus au sud. Donc c'est déjà un premier postulat que je voulais rappeler. Ensuite, on est dans une situation effectivement où il y a peut-être autant d'eau qu'avant, mais c'est-à-dire qu'elle est très mal répartie durant l'année, avec effectivement des périodes de forte sécheresse et de plus en plus longues, avec une pluviométrie très mal répartie, et puis aussi l'élément de développement de la forestation qui mange sur les zones humides, ce qui effectivement ne va pas dans le bon sens. Dire aussi que l'eau, c'est un sujet de cohésion sociale, parce que dès qu'il en manque, l'eau va être l'objet, je dirais, de tensions dans le pays entre acteurs. Et nous, en tant que parlementaires, on doit y être très vigilants. Moi, ce que je voudrais dire également, c'est qu'il faut éviter toutes les positions partisanes et claniques. Moi, je pense qu'il faut tout autant éviter des politiques punitives et trop rigoureuses, mais aussi éviter, ne plus être dans l'insouciance et vraiment prendre conscience, je dirais, de la réalité de la situation. Alors, pour revenir, j'y viens, à votre question sur l'eau dans la ville, effectivement,
les villes sont au cœur de cette problématique de l'eau, puisque la population urbaine tend à croître régulièrement et consomme de l'eau. Je pense qu'il y a trois focus que je voudrais peut-être développer. On a le sujet de la modernisation de nos réseaux, mais je pense que Monsieur le directeur en parlera mieux que moi, hein, de l'agglomération, où on a effectivement la vétusté de nos réseaux qui font qu'il y a une perte d'eau qui est très importante. Je crois que c'est 20% de la distribution d'eau qui est perdue, et on a un taux de renouvellement de notre réseau qui est encore trop faible. Alors effectivement, les finances publiques sont ce qu'elles sont. Elles sont limitées, aussi bien l'agence de bassin que les collectivités locales. En tant que trésorier aussi, ancien trésorier local, je me souviens aussi qu'on n'équilibre pas les budgets comme on veut, des budgets d'eau et d'assainissement, et ça doit être équilibré par une redevance, parce que c'est un service public qui doit s'équilibrer. Donc c'est toujours des moments compliqués, mais c'est vrai qu'on a un vrai travail de modernisation de nos réseaux. Faut pas, alors ça ne se voit pas, c'est vrai. Souvent les élus, on a plutôt tendance à réaliser des investissements qui se voient. C'est plus sympa à inaugurer peut-être, mais voilà, tout ce qui est réseau, ça ne se voit pas, mais c'est des éléments essentiels à l'aménagement de nos villes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, mais on va peut-être en reparler, c'est sur l'urbanisation. Il faut que l'on urbanise différemment dans nos villes, lutter contre l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols. Ça, c'est très clair, puisque c'est un sujet qu'il faut que l'on traite pour effectivement prévoir, je dirais, une préservation de nos villes et la création de nos zones humides. Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, il faudra aussi, mais moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est de réutiliser l'eau. On ne réutilise pas assez l'eau dans notre pays. On a un taux de réutilisation très faible, moins de 20%. Donc il y a aussi ce sujet à aborder. Et pour cela, il faut des infrastructures adaptées avec une double distribution. Mais je pense que Monsieur le directeur en parlera mieux que moi. Voilà un petit peu les trois grands volets de l'eau dans la ville que je voulais développer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ces débats doivent nous permettre, à nous parlementaires, d'avoir vraiment les pieds sur le terrain. Bon, j'ai la chance d'être aussi élu local, mais tous mes collègues ne le sont pas. Et donc, c'est une vraie opportunité ce soir d'être présent parmi vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, monsieur Ray. Donc, effectivement, sans transition, je vais proposer à monsieur Lipone de prendre la suite et de continuer ce tour d'horizon à travers notamment quelques illustrations peut-être sur les leviers et les conditions de réussite, et puis aussi peut-être quelques retours d'expérience de réussite, notamment dans le périmètre de Vichy Communauté. Au passage, je voudrais bien m'excuser auprès de votre maire, monsieur Frédéric Aguilera, que j'ai un instant confondu. Pardonnez-moi, personne n'est parfait, je ne suis pas vichysois et j'ai dû faire une petite confusion avec madame la préfète qui avait envisagé d'être parmi nous et qui a été prise par d'autres obligations. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse effectivement nous faire part de ces éclairages ou de ces illustrations que vous voudrez bien nous proposer, monsieur Lipone. Bien, merci. Donc, pour commencer, je tenais à effectivement excuser monsieur Frédéric Aguilera, donc maire de Vichy, mais aussi président de la communauté d'agglomération Vichy Communauté, qui aurait bien souhaité être présent ce soir avec nous, mais qui, hélas, a eu un empêchement. Voilà, donc je suis là pour essayer de reprendre la parole. Je ne remplacerai pas ses propos, bien évidemment, mais je vais essayer d'apporter quelques éclairages. Donc bien évidemment, si on reste sur l'aspect l'eau dans la ville, quand on parle de Vichy, bon, monsieur le député l'a évoqué, voilà, Vichy, l'eau, c'est l'identité propre de Vichy. Elle n'existe que par l'eau. Alors l'eau thermale, bien évidemment, au départ, hein, puisqu'elle s'est constituée autour de ça, et avec une particularité que peut-être peu savent, mais généralement, quand on parle d'une ville thermale, on a une eau thermale. Vichy, ce sont des eaux thermales, avec tout un tas de caractéristiques différentes, liées à leur composition, leur température, gazeuse, pas gazeuse, soufrée, pas soufrée, etc. Donc ce qui fait qu'on a cette richesse d'eau à boire, d'eau en traitement médical interne, d'eau en traitement médical externe, etc. Voilà. Et cette eau, elle a marqué, enfin ce thermalisme, et donc lié à cette eau, a marqué la ville dans son histoire, dans son patrimoine, dans son bâti, dans son urbanisme, dans ses aménagements. On a une ville qui est très petite, qui est très dense, mais qui est dotée de parcs très importants, liés à cette activité thermale. Et là, on est effectivement sur la commune de Bellerive, mais sur le territoire de Vichy, parce que les extensions de cet aspect thermalisme liées aux loisirs, qui se sont développés en même temps que le thermalisme, sont liées à cette vie thermale.
Donc ça, on va dire que c'est un peu le passé, mais ça s'est quand même sacralisé, on va dire, avec l'inscription l'année dernière sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec les autres villes thermales européennes. Donc ça, c'est un point très important. Et la ville veut continuer de vivre par rapport à ça, mais en l'étendant, parce que effectivement, le thermalisme est une chose très forte, ancienne, ancrée, mais il y a aussi tout un tas d'autres aspects qui sont maintenant intégrés dans la politique de la collectivité, et avec notamment dans son projet politique Agir 2035, dans l'axe 3, lié à tout ce qui est question environnementale et cadre de vie, on a une orientation très forte qui est l'eau, la priorité environnementale. Voilà, donc ça, c'est l'inscription dans notre projet politique 2035. Après, donc, quand on rentre dans le concret, effectivement, on a un certain nombre de réalisations, on a des envies, on a aussi des échecs parfois, on a des événements qui nous marquent. Voilà, cette année 2022, très particulière. On a l'eau qui arrive sous forme de glace au 4 juin et qui marque tout le territoire. Alors cette partie-là n'est pas encore trop visible, mais quand vous êtes déplacé, vous avez vu un certain nombre de bâches sur les maisons. Sur les toitures, oui. Sur un couloir de 15 km de long sur 5 km de large, des boules de pétanque qui tombent et qui fracassent un petit peu tout et qui perturbent la vie économique, la vie sportive, mais aussi les habitats des personnes. Voilà. Et pour l'anecdote, la direction de l'assainissement de Vichy Communauté est sinistrée puisqu'elle n'a plus de bâtiment depuis le 4 juin. Donc on est arrivé à trouver des locaux à proximité, chez les collègues de l'eau potable et ailleurs, mais voilà, on a été marqué vraiment au sein de nos services et malgré ça, on a continué à assurer nos activités. Deuxième événement, 15 jours plus tard, la grêle avait accompagné d'un peu de pluie, mais pas de trop. On prend sur le territoire entre 80 et 120 mm en 36 heures, qui viennent marquer que lorsqu'une toiture est un petit peu fissurée, il y a des impacts très très forts. Mais malgré tout, un impact positif, puisque ça nous remet à flot les sources qui étaient déjà en étiage dès le début du mois de juin, et qui permet de gagner un mois. Et puis on arrive à cette canicule, très marquée, avec des sources en montagne bourbonnaise qui se tarissent et de l'eau de l'Allier qu'il faut remonter en montagne bourbonnaise, et un soutien d'étiage de l'Allier qui est fragilisé parce qu'on a nos sacs qui ne s'est pas rempli durant l'hiver. Et du coup, on commence un peu à se dire si la période de sécheresse se prolonge à l'automne, comme ça s'est passé les années précédentes, comment on va tenir. Voilà. Donc ça, c'est les événements. Bon, maintenant, l'humidité revient. On a eu la pluie aujourd'hui, tant mieux. On s'en sort. C'est vrai que ça continue un petit moment quand même. Ensuite, sur l'eau dans la ville, on est surtout toujours sur des paradoxes visibles, invisibles. Voilà. Alors, on a l'eau qui est invisible. On ne voit pas les réseaux d'assainissement, on ne voit pas les réseaux d'eau potable. Ça tombe sous le sens que ça fonctionne. Personne n'a l'idée qu'un jour l'eau peut s'interrompre, qu'on ait une interruption de 24 heures. C'est des choses. On a connu des interruptions d'électricité, on a des interruptions des réseaux Internet et des réseaux de communication, mais l'eau qui s'interrompt 24 heures, on ne connaît pas. Voilà. Et du coup, on banalise cette eau-là, alors qu'on devrait toujours avoir conscience que c'est un bien qui est à la fois essentiel et fragile. Et par contre, quand l'eau devient un peu trop visible, forcément, c'est qu'il y a un problème. On a trop d'eau, on a des débordements, on a tout ça, et se pose cette question, du coup, il faudrait en urgence avoir des réponses à tous ces problèmes qui arrivent et qui ne sont pas normaux. C'est pas normal qu'un réseau d'assainissement soit en charge, c'est pas normal qu'il y ait de l'eau dans la rue, c'est pas normal que je sois obligé de mettre les bottes pour aller chercher les gamins qui vont à l'école. Bon, c'est tout ça en pédagogie qu'on doit mettre en place. Après, sur les actions qu'on entreprend, on a la chance d'avoir une vraie volonté politique, j'ai déjà pu le dire, et qui fasse que cette eau-là, on l'intègre dans nos projets, et qu'on a commencé à petits pas, bien évidemment, mais maintenant, c'est une coordination de services. On a fait une visite tout à l'heure. C'était le service assainissement qui montrait les opérations qu'on a fait sur le pluvial pour faire en sorte d'infiltrer, retenir et éviter le tout tuyau. Et quels étaient les meilleurs avocats de ces actions et parfois les porteurs de propositions, c'est les services de la voirie et les services des espaces verts. Voilà. Donc on n'a pas encore partie gagnée, mais en tout cas on est sur le bon chemin et on peut se satisfaire de ce travail-là, ce travail collaboratif. Alors c'est paradoxal parce que du coup on est sur des solutions s'inspirant de la nature, donc qui pour certains sont vues comme une rétrogradation. Alors que finalement, c'est la vraie modernité de s'inspirer qui marche.
et s'inspirer sur ce qui marche. Parfois, c'est s'inspirer sur ce qui existe depuis des millions d'années, et c'est tant mieux. Et à côté de ça, on a aussi la recherche permanente de fuite, hein, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, et avec en plus en année de sécheresse, paradoxalement, il ne faut pas qu'on ait des pertes d'eau, mais la sécheresse a créé des mouvements de terrain qui a provoqué plus de fuites que les années précédentes par rapport à des terrains argileux sur le secteur. Et puis quand on a une petite fuite, ou une fuite un peu conséquente en milieu de ville, visible de tous, mais en plein milieu d'une zone touristique, avec des hôtels, des restaurants et autres services, et que si on veut réparer la fuite, il faut couper l'eau pendant 4 à 6 heures. Aïe. Voilà. Aïe. C'est aussi Ça commence à poser problème. comment on gère ça. Voilà. Donc c'est des questions qu'on se pose et c'est des priorisations qu'on doit avoir, mais avec des signaux forts aussi qu'on doit montrer par rapport à tous les usagers pour lesquels on demande des efforts. Mais des fois, pour pouvoir économiser l'eau, ça veut dire qu'on a des contraintes. Et aujourd'hui, quand on parle de renouvellement de l'eau potable, aujourd'hui, effectivement, on est autour de 89% sur le territoire. C'est pas mal, on peut mieux faire, on va mieux faire. Mais dès qu'on renouvelle des réseaux d'eau potable, on fait des chantiers, et les chantiers sont une gêne et qui ne sont pas forcément bien perçus par la population. Voilà. Autre chose, voilà, donc c'est un objectif qui a été fixé aux équipes pas plus tard qu'hier. Jusqu'à présent, le taux de renouvellement des réseaux, effectivement, était autour de 0,6%, donc c'est la moyenne nationale, mais on ne peut pas s'en glorifier. Donc autour de chez nous, c'est à peu près 6 km de réseau par an. À partir de 2023, et en sachant qu'il faudra encore augmenter, l'année prochaine, c'est 10 km. Voilà, on doit dépasser les 1% de renouvellement des réseaux. Alors en sachant que ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a ce qu'on voudrait faire, parce que c'est nos priorités, et ce qu'on est au plus ou moins obligé de faire, parce qu'on a des travaux de voirie, parce qu'on a des aménagements d'espace qu'il se faut. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question... effectivement, on ne peut pas recasser la voirie dans 5 ans, mais est-ce que c'est si pertinent que ça de faire les réseaux maintenant, alors que c'est peut-être prioritaire ailleurs? Et donc ça a aussi fait l'objet d'un atelier ce matin de présentation, et cet après-midi, comment on mesure la qualité de nos réseaux, est-ce qu'ils sont capables de tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Dans cet état-là, on a fait une étude hier, parc des sources de Vichy, au cœur de Vichy, le cœur thermal, qui a été retrocédé à la ville tout récemment, qui va être réaménagé, remis en valeur. On va remettre aussi du mouvement d'eau au cœur de la ville, au cœur du cœur thermal, mais accessible à tout le monde. On a une vieille fonte qui passe, diamètre 300, 100 ans, fonte moulée, fonte grise, solide, pas solide, on n'a jamais eu de casse. On fait un essai avec les techniques modernes de maintenant, impeccable. La fonte peut tenir. Seulement maintenant, on a fait des mouvements de terrain. Est-ce qu'on prend le pari de ne pas la toucher, ou est-ce qu'il faut quand même la toucher? Voilà, on est au cœur des actions des services d'eau et des services publics généralement, de l'eau et l'assainissement. Et puis pour finir, de l'eau dans la ville, vous avez vu l'Allier, ceux qui l'ont vécu avant, les réaménagements qui ont été faits, il y a eu la rive droite il y a une dizaine d'années, la rive gauche il y a 4-5 ans, ça redonnait une autre vision de la rivière au cœur de la ville. Voilà. Donc ça c'est l'Allier. Le Sichon, c'est pour demain, après-demain, qui va être en plus un trait d'union entre la rivière Allier, donc le Val d'Allier, et la montagne bourbonnaise, avec une traversée urbaine, mais qui se prolongera, alors pas forcément autour de la rivière, mais qui se prolongera dans le vallon du Sichon, pour montrer jusqu'au point culminant de l'Allier, le puits du Montoncel. Voilà. Et 40 km de randonnée pédestre et vélo qui seront accessibles depuis la rivière Allier. Voilà. Merci, monsieur. Un bref tour, on pourrait rester des heures dessus. Un bel exercice de synthèse. Enfin, merci de nous avoir démontré toute la complexité de l'eau en ville, toutes les problématiques parfois contradictoires. On a parlé de conflits d'usage tout à l'heure et ça m'inspire une première question vous concernant. Vous avez évoqué toute l'importance de l'implication des services de voirie et des espaces verts. Or, ce matin même, en discutant de ces problématiques, et le mot-clé a été le dialogue, la compréhension mutuelle, on a évoqué des blocages parfois qui sont liés à différentes cultures entre différents services, voilà, qui résonnent parfois en silo un peu, et à qui on va proposer des aménagements qui ne sont pas forcément dans la culture professionnelle de ces agents. Comment avez-vous dépassé ces aspects culturels sur votre communauté vichysoise? Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Alors moi, ça fait trop peu de temps que je suis sur le poste pour pouvoir avoir tous vécu et tous retour d'expérience.
Par contre, dans d'autres expériences où à l'époque, ça date un petit peu, j'étais technicien de rivière dans l'Isère, et sur un contrat de rivière, on avait mis autour de la table les industriels, les agriculteurs, les collectivités, les associations de protection de l'environnement, où au début, chacun était sur ses positions, et puis au final, à force de travailler ensemble, de collaborer ensemble, eh bien, chacun s'est mis dans la tête de l'autre et a anticipé les besoins de l'autre. Et c'est ce dialogue permanent où chacun, au début, exprime ses attentes, exprime ses besoins, et après, les autres sont incapables de les anticiper, et c'est ce travail collaboratif qui se met en place. C'est pas simple, ça demande de l'ouverture, ça demande du temps, ça demande de la compréhension, mais au bout d'un moment, on y arrive, parce qu'au final, on sait bien quel est l'objectif, et en plus, du coup, tout le monde est facilitateur de l'autre. Parce qu'autant à un moment, on peut être la contrainte de l'autre, mais l'autre peut être notre contrainte aussi. Et donc, être sur la facilitation, c'est faciliter pour soi, mais c'est faciliter aussi pour l'autre. Et au bout d'un moment, je pense que voilà, on y arrive. Si les résultats sont au rendez-vous, si nos usagers, nos élus aussi on valorise aussi ce travail-là, il faut poursuivre et c'est parti, quoi. On peut imaginer qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire pour accompagner tout ça. Mais vous nous dites qu'il ne faut pas désespérer, par exemple, de la réussite, de la nécessaire désimperméabilisation des villes, transformer un trottoir en nous, éviter le tout tuyau partout, etc. Ce sont des notions qui progressent, en fait, quand on se parle. Alors, ça progresse et puis on apprend. C'est-à-dire qu'on a des idées qui nous semblent bonnes, on les confronte à la réalité. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, pourquoi, comment on peut améliorer, ouais. Et puis petit à petit on progresse. Bon, cette année, il y a aussi un exemple assez fort, place Charles de Gaulle, en plein centre de Vichy, devant la mairie, il y avait un parterre minéral qui a été cassé en grande partie, et on a doublé l'espace vert, qui permet à la fois de l'infiltration, mais aussi d'îlots de fraîcheur. Voilà. C'était pas gagné au départ parce que c'est une belle place, elle est finie, etc. La commune s'est engagée dessus, c'est fait, personne ne reproche là-dessus, ça n'a pas tant empiété que ça sur les espaces circulants. Voilà. Ça, c'est une question que j'envisageais de poser à M. Gutton. Je lui poserai dans un instant concernant justement les différentes techniques, en tout cas tout ce qui, sans rentrer dans les détails. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, à travers les actions de l'agence, qu'est-ce qui peut être accompagné, etc. Je pense que vous pourrez nous en dire quelques mots. Mais je voulais repasser par M. Burlot, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué la difficulté ou une certaine insatisfaction quant à l'atteinte du bon état des masses d'eau par rapport à la directive cadre européenne, et puis que c'est pas facile, et puis qu'on en est encore loin, etc. Sans nous chercher d'excuses, mais compte tenu de l'état des lieux que vous avez partagé dans votre intervention. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de compliquer encore un petit peu l'équation avec la notion de gestion quantitative de l'eau? Est-ce que ça ne va pas compliquer nos affaires, si je puis dire? Mais si, ça les aggrave. Encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple de la Bretagne parce qu'il est assez significatif. Vous savez que la Bretagne, c'est la région où l'état des masses d'eau est quasiment à les plus forts taux de conformité de France. C'est la première surprise, hein, parce que tout le monde pense que les Bretons sont de mauvais élèves. Ceci dit, on a été très mauvais élèves. Et grâce à la mobilisation des acteurs locaux, et notamment de la profession agricole, la région Bretagne est la première région d'Europe à sortir des contentieux sur les nitrates. Donc quand on veut, on a des résultats. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. L'état des masses d'eau en Bretagne, DCE, je résume, je prends l'ancien thermomètre, monsieur le directeur, vous m'excuserez, c'était 40% des masses d'eau conformes. Quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit qu'en Finistère, on a 70% des masses d'eau conformes. Et en Ille-et-Vilaine, pour ceux qui connaissent la Bretagne, on tombe à 3% des masses d'eau conformes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, il pleut 1,20 m dans le Finistère quand il pleut 600 mm en Ille-et-Vilaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins vous avez d'eau, moins vous avez de capacité de dilution. Moins vous avez de capacité épuratoire. Et donc, plus le dérèglement climatique agit, parce qu'on parle bien en période d'étiage et de tension, ben plus c'est difficile d'atteindre les objectifs de la DCE. Et c'est ça que ça veut dire aussi. Et juste une petite remarque sur l'eau dans la ville. On parle de l'eau dans la ville, l'eau qui tombe sur la ville, bien évidemment. On en a parlé, j'y reviens pas.
Mais il faut aussi qu'on parle de l'eau qui rentre dans la ville. C'est-à-dire qui vient d'espaces qui sont en dehors de la ville. Et je pense notamment aux territoires ruraux qui produisent l'eau des fleuves et l'eau, souvent, des captages pour l'alimentation en eau potable. Et moi, ce que je voudrais dire, et c'est un point important, notamment au regard de ce que monsieur le député a dit. Monsieur le député a dit, l'eau, c'est un sujet de cohésion sociale. Eh bien, je suis d'accord. Et la cohésion sociale, ça passe aussi par les solidarités entre l'amont, l'aval, la ville et la campagne. Parce que vous voyez, j'observe, par exemple, toujours en Bretagne, vous m'excuserez, mais là où l'eau est la moins chère, c'est à Rennes. Et c'est quand même à Rennes où on a la ville qui dépend le plus de l'extérieur et là où il y a le plus de tensions. Donc si on veut que ça fonctionne tout ça, il faut aussi qu'il y ait des solidarités pour ceux qui protègent, ceux qui vont faire les efforts de préservation, de mise en place de mesures fondées sur la nature, etc., etc. Il faut aussi les encourager à le faire et surtout les aider par solidarité si on veut réussir le grand cycle de l'eau. Et ça passe en effet par de la cohésion sociale. Merci Monsieur Burlot. Alors comme promis Monsieur Guton, je ne vais pas vous demander un catalogue exhaustif des techniques, des solutions fondées sur la nature, de tout ce qui peut se faire en ville en faveur de l'eau, avec les bénéfices associés que vous avez rappelé Monsieur Lippon, les îlots de fraîcheur, la vue de l'eau en ville aussi qui peut changer les esprits. Mais je voulais simplement vous proposer de nous faire part des modes d'accompagnement possibles des agences de l'eau et de Loire-Bretagne en particulier concernant l'eau en ville et tout ce qui peut s'y faire demain sur les recommandations des experts que sont les urbanistes, les architectes, etc., qui recommandent déjà un certain nombre de choses et qui proposent d'accélérer ce mouvement. Voilà. En quoi les agences de l'eau peuvent-elles accompagner les acteurs concernés ? Moi, je vais repartir finalement de ce que nous a décrit François Lippon, qui nous rappelait qu'il était technicien de rivière, donc il a vu le grand cycle de l'eau et qui aujourd'hui dirige un service qui s'appelle du cycle de l'eau. C'est-à-dire que je crois que c'est le bon choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'évoquais l'histoire des agences de l'eau qui sont parties du petit cycle pour l'élargir au grand. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'exprime le SDAGE. Il y a un cycle de l'eau, il n'y a pas plusieurs cycles de l'eau. Il y a un cycle de l'eau et donc il revient aux collectivités parce qu'on est sur une politique extrêmement décentralisée. Les communes ou communautés de communes ont bien la compétence aujourd'hui sur la gestion de l'eau, les milieux aquatiques, la prévention des inondations, l'eau potable, l'assainissement. Ça a été aussi rappelé tout à l'heure dans l'exposé de François Lippon. Et donc c'est tout ça sur lequel il faut travailler. Alors les agences de l'eau continuent à intervenir sur l'assainissement parce que beaucoup reste à faire sur les réseaux, moins sur les stations d'épuration, mais sur les réseaux. Et puis on voit qu'avec moins d'eau dans les cours d'eau, il faut aller plus loin dans l'assainissement. Donc ça oblige aussi les collectivités, et ça va obliger les collectivités à réinvestir encore dans des traitements sans doute plus poussés en assainissement pour pouvoir continuer à rejeter des eaux usées traitées dans le milieu. Et puis on accompagne maintenant de plus en plus, ce que je disais en introduction, le grand cycle de l'eau dans la ville. Donc c'est en effet des actions de désimperméabilisation, c'est de la renaturation, c'est des nous, vous les avez cités tout à l'heure, pour favoriser l'infiltration de l'eau en ville. C'est le slogan que l'eau doit s'infiltrer là où elle tombe. C'est-à-dire qu'il faut aller vers du zéro tuyau et éviter d'avoir des investissements lourds pour faire circuler de l'eau et pour la rejeter très vite dans le milieu et dans le cours d'eau, alors même qu'elle peut aller aussi réalimenter les nappes phréatiques. C'est-à-dire que ce qu'on invite à faire les acteurs agricoles sur l'espace rural, les villes doivent aussi le faire sur leur territoire. Alors on voit qu'on est pris un peu dans un ciseau parce que le changement climatique est très rapide. On l'a vu cet été, on voit les écarts de température considérables. Je crois qu'on parle d'une dizaine de degrés. Moi, j'ai plutôt en tête 5 et 6, mais je crois que cet été, on nous a cité 10 degrés d'écart entre des parcs. Je ne sais pas si ça s'est confirmé à Vichy, parce qu'il peut faire très chaud à Vichy, et presque chaque année. Donc, on peut avoir 10 degrés d'écart entre des espaces complètement minéralisé, une place Charles de Gaulle entièrement minérale, avec un parc entièrement naturel, arboré, végétalisé. Voilà, parce oui. on ne va pas parler
nature pour des parcs très aménagés qui, pour certains, datent de l'époque de Napoléon III. Et donc, c'est ça qu'on veut accompagner. Et l'agence, par des appels à projets, des appels à initiatives, engage des financements sur ce type d'action. Non pas parce qu'on ne va pas le faire partout, hein. De toute façon les moyens des agences ne seront pas adaptés à le financer partout, mais pour inciter, accompagner les pionniers de ces démarches et retravailler sur l'espace en ville, ce qui a été très bien illustré à Vichy, mais on aurait pu citer Firminy, Roanne. On a plein d'exemples de collectivités qui se sont investies sur ces actions. Alors plutôt des grandes villes, peut-être plus sensibles aussi à cette attente de nos concitoyens dans des grandes villes, mais je pense que dans les petites villes, dans les villes moyennes, dans les villages, là où on voit maintenant des trottoirs, c'est-à-dire que moi je suis frappé de voir ça, là j'ai quelques attaches en Haute-Loire, de voir que dans ce petit village de 300 habitants où je passe beaucoup de vacances, on fait des trottoirs aujourd'hui et on imperméabilise. Donc là, il y a peut-être aussi à trouver des solutions particulières pour l'espace rural, pour à la fois faire de l'aménagement urbain, de centre-bourg, mais en même temps ne pas refaire les erreurs qui ont pu être faites par le passé dans les grandes villes. Alors, complètement à coup de je parlais un peu de ciseaux parce que ce changement climatique, on le voit, il s'accélère, la pente, elle est extrêmement forte. Moi, je suis à l'agence de l'eau depuis 7 ans. On a les 6 années les plus chaudes du siècle et des siècles passés. Et on peut penser, alors on espère que l'année 2022 se reproduira pas en 2023-2024, mais c'est peut-être quand même ce qui nous attend dans 20 ans. Et donc, il faut aller beaucoup plus vite. François Lippon disait 0,6% de renouvellement de réseau d'eau potable. Sur la désimperméabilisation, le réaménagement urbain, je crois qu'à Roanne, ils nous disent 1% par an. C'est-à-dire que c'est grâce à des travaux sur tel et tel espace, on réaménage. Et donc, c'est un rythme très lent de réaménagement urbain. Et il faut pouvoir aller, en fait, beaucoup plus vite. C'est là où les moyens des agences de l'eau sont là pour accompagner une accélération de ce type de démarche. J'ai oublié de reparler aussi de réouverture de cours d'eau à Saint-Étienne. Hein. Il y a des travaux qui sont quelquefois très lourds financièrement pour réouvrir des cours d'eau, des rivières qui avaient été fermées là aussi au 19e siècle, parce que c'était d'ailleurs, je pense au Furan, qui était un égout à ciel ouvert. Il a été complètement fermé et aujourd'hui, parce qu'on a reconquis la qualité de l'eau de cette rivière, on réouvre l'espace et ça participera aussi au rafraîchissement de la ville en période estivale. Merci pour ces exemples et ces rappels aussi de ce qui peut être accompagné demain. Il nous reste quelques minutes pour échanger, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez ajouter quelque chose. Monsieur Ray, je me retourne vers vous pour vous poser la question du rôle du citoyen que nous sommes tous, les uns et les autres. Quelle peut être notre contribution ? Il y a bien évidemment du travail d'expert derrière tout ça, évidemment, de la connaissance, de l'évolution de nouvelles compétences, vers de nouvelles compétences pour savoir traiter l'eau en ville et savoir, enfin traiter, vous l'avez compris, savoir traiter la problématique de l'eau en ville. Je ne parle pas de l'eau en tant que telle. Qu'est-ce que peuvent faire les concitoyens, sous réserve, j'imagine, qu'on communique, qu'on informe, mais quel peut-être, est-ce que pour vous c'est une piste aussi que d'associer les citoyens à cette démarche collective pour ne pas laisser ça aux seuls professionnels ou aux seules collectivités? Évidemment, les citoyens sont les premiers concernés. L'eau est un bien commun. Donc voilà, les citoyens doivent être les acteurs de cette gestion sans être des spécialistes. C'est pour ça qu'il faut aussi les sensibiliser régulièrement, je dirais dès l'enfance, dès l'éducation. C'est aussi par là qu'on peut peut-être faire changer les choses, les mentalités. Après aussi à nous, les acteurs politiques aussi, de réintroduire toutes ces thématiques dans le débat public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans clivage, sans esprit partisan, en essayant d'être pragmatique, quel que soit le niveau, au niveau national, en faisant des lois adaptées, mais aussi au niveau local, avec des projets urbains qui soient effectivement plus adaptés à cette pénurie d'eau. Le directeur l'a dit, sur cette agglomération, on y est très sensible. Le président Aguilera, les maires, on l'a fait aussi bien lors de la rénovation des berges. On a essayé effectivement
de laisser de la nature et de la végétalisation. Sur Belle-Rive aussi, on a des projets avec le Sarmont, sur QC le Sichon, donc on veut renaturer. Et là aussi, ça peut être l'occasion d'intégrer les citoyens dans cette démarche, je dirais, de respect de l'environnement, de respect de la gestion de l'eau. En tout cas, effectivement, les citoyens sont au cœur de cette problématique. Merci. Sans vous entraîner du tout, d'aucune manière, sur le terrain politique, mais juste une question, peut-être pour entendre une réponse à titre personnel, hein, si vous le souhaitez. Dans le paysage politique que nous connaissons, notamment la composition actuelle de notre Parlement et de l'Assemblée nationale en particulier, est-ce que vous pensez que l'eau, et l'eau en ville en particulier, peut être un sujet consensuel, au-delà des visions plus partisanes qu'on peut imaginer dans certaines situations ? Alors l'eau en ville, je dirais oui. Chacun est conscient effectivement de la nécessité de mieux gérer l'eau, de renaturer nos villes, après à des degrés différents. Après, il ne faut pas se cacher, il y a des débats éternels sur les retenues, sur les bassines. Ça, c'est l'objet de débats importants où là, il y a effectivement des divergences fortes avec les agriculteurs, avec effectivement les associations environnementales. Moi, je crois que c'est à nous, députés, de rapprocher les points de vue et essayer de trouver des solutions intelligentes, pragmatiques, qui permettent à la fois de préserver l'eau, mais aussi à nos agriculteurs de pouvoir effectivement exercer leur belle mission, qui est celui de nourrir nos citoyens. Merci beaucoup pour ce point de vue, cette proposition. Monsieur Lippon, un dernier mot, peut-être une dernière intervention, si vous souhaitiez ajouter quelque chose. Oui, c'était un petit complément par rapport à tout à l'heure où j'avais parlé effectivement des solutions basées sur la nature qui peuvent être considérées comme être simples, rustiques, on va dire. Et en parallèle de ça, on a aussi la technologie qui peut nous apporter du plus. Là, dans le cadre d'un projet Smart City sur Vichy et les communes limitrophes denses, il y a aussi la pose de compteurs avec télérelève qui permettra à la fois de soulager tout le travail de relais, mais surtout d'identifier assez vite dès qu'on a des surconsommations et donc des fuites qu'il peut y avoir après compteur, qui ont un impact parce que c'est une consommation d'eau perdue, c'est une eau qui est perdue et qui en plus a un impact financier pour les usagers. Donc c'est un peu Donc à l'instar de ce qui peut se faire dans l'énergie, par exemple. Voilà, c'est le même principe. C'est un peu la même philosophie. Voilà, l'idée étant un projet gagnant-gagnant. Voilà, donc ça c'est un projet qui débute, mais qui peut être une piste assez intéressante aussi sur certains secteurs. Sachant que je me permets de me faire le porte-parole d'intervenants qui vous ont précédé aujourd'hui, la composante économie d'eau étant une partie importante de la solution, évidemment, à l'avenir, dans tout ce que nous venons d'évoquer. Monsieur Burlot, puis-je me permettre de vous proposer un mot de la fin ou en guise de conclusion, un complément aussi, une autre intervention par rapport à ce qui s'est dit jusqu'à présent. Est-ce que ça vous inspire des réflexions complémentaires ? Bien, écoutez, moi je partage encore une fois ce qu'a dit monsieur le député. C'est un sujet suffisamment grave et suffisamment important pour qu'on essaye de trouver du sens commun et de l'action collective. Il n'y a pas de recette miracle. Il y aura des solutions qui seront multiples. Mais avant ça, il faut qu'on prenne tous conscience que c'est un enjeu majeur pour nous, pour la santé des populations, pour nos agricultures, pour nos économies, pour l'énergie, bref, pour nos territoires. Et on ne pourra pas s'en passer. Et malheureusement, cette ressource, elle est fragilisée aujourd'hui par le dérèglement climatique. D'ailleurs, je remarque, et vous remarquerez que les COP qui ont beaucoup travaillé sur le climat, on a travaillé sur le climat, on a travaillé sur la biodiversité, mais sur l'eau, rien, hein. Et là, on est en train de découvrir sans doute que la première ressource naturelle vraiment impactée par le dérèglement climatique, c'est l'eau. Donc moi j'espère, et demain on aura une visio avec les deux ministres, enfin M. Béchu et Mme Couillard, secrétaire d'État, pour parler avec les collègues présidents des comités de bassin et les directeurs d'agences de l'eau, de projets que le gouvernement a sur le sujet. En tout cas, on fera avec les territoires, avec les citoyens et j'espère dans la paix sociale. Et je pense que c'est essentiel. Il faut qu'on apprenne et qu'on puisse s'entendre. Vous savez, moi j'ai observé la question des bassines dans les Deux-Sèvres. Parce que les bassines dans les Deux-Sèvres, c'est chez nous, Loire-Bretagne. Alors, on n'est pas loin de la guerre civile là-bas, hein.
sur le sujet. On est compte que les agriculteurs sont obligés de payer des gens jour et nuit pour garder les bassines. Sinon, elles se font lacérer, etc. Ça a fait l'objet de contestations. L'État a pris des mesures. La préfète a dit on va engager une concertation. On a engagé un protocole de négociation avec les associations de protection de l'environnement, avec des grands élus politiques d'ailleurs du coin là-bas, qui avaient donné leur accord. Et puis sous la pression politique, puisqu'on n'écoute que les excès aujourd'hui, le protocole a été totalement balayé. Et on se retrouve avec des bassines acceptées par l'État, acceptées par les acteurs locaux, et on voit des acteurs politiques qui viennent de je ne sais où faire des manifestations sur les bassines en disant c'est un scandale à cause de la politique agricole commune, l'intensification. Et là on mélange tout et là c'est fini. Et là c'est fini. Donc ce qu'il faut craindre c'est ça. Donc moi je pense qu'il faut qu'on trouve... Et l'État ne maîtrise plus non plus la situation. On ne va pas mettre des CRS à garder les bassines quand même. Hein. Donc on est dans un état de tension extrême. Donc si on veut de l'apaisement, il faut du partage de la situation. Et il faut se dire qu'on a besoin de cette eau, on a besoin de bien la gérer, d'être sobre, économe, etc., etc. Mais on a besoin d'avoir un projet collectif surtout. Collectif. Merci Thierry Burlot pour ces quelques mots en guise de mots de la fin comme je vous le proposais. En tout cas, merci à vous, Monsieur Ray, Monsieur Guton, Monsieur Burlot, Monsieur Lipone pour votre présence et votre disponibilité ce soir après des conférences tout aussi intéressantes et riches les unes que les autres qui nous ont permis de progresser dans la connaissance du sujet. Et merci d'y avoir contribué ce soir pour ce qui concerne en particulier l'eau dans la ville. Et je vous propose quelques applaudissements de vos auditeurs avant de nous quitter. Et avant de nous retrouver, je me tourne vers vous qui êtes dans la salle demain pour d'autres conférences qui commenceront à 9h30 selon la tradition pour cette nouvelle édition, l'édition 2022 de Cyclo Vichy. Bonne fin de journée, bonne soirée à tous. 3, 2, 1.